La parole à Marc Patuzzo, conseiller à un projet à la ROA et call coordinator CoFund, qui va donc vous présenter l'appel 2025 ainsi que les règles du programme CoFund. Marc, c'est à vous. Bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin pour présenter CoFund, qui est une action qui me tient particulièrement à cœur. Et je voudrais, avant de commencer cette présentation, remercier le ministère français chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et Eugenia Shadlova pour justement pour cette invitation à vous présenter ce programme. Vous allez voir la présentation, donc c'est une présentation générale sur CoFund, mais qui est structurée en deux parties. Donc je vais présenter dans la première partie, je vais présenter CoFund de manière assez générale. Et puis dans la deuxième partie, je vais parler un peu de la structure du budget et aussi de la mise en œuvre du programme, d'un programme CoFund au sens propre du terme. Je vais lancer ma présentation. Je vais d'abord fermer la caméra et lancer la présentation comme ça. Et vous me direz si vous la voyez à l'écran. Voilà. Dites-moi si vous la voyez. Oui, pour Oui. l'instant, on voit votre écran. Voilà, ça y est, on voit la présentation. Attendez que je retrouve alors. Voilà. Donc vous voyez bien la présentation, hein. Je vais revenir au premier slide. Donc voilà, donc c'est le premier slide d'introduction. Donc voilà. On va commencer alors avec ce qu'est en fait CoFund à la base, juste pour donner une définition et fixer le cadre. Donc, CoFund, c'est une action qui est monobénéficiaire, donc c'est-à-dire que l'on traite avec une entité. Mais vous allez voir par la suite que on dit monobénéficiaire, on dit qu'il n'y a pas de consortium à proprement parler, mais c'est pas tout à fait vrai. Et donc, cette action, CoFund, elle vise à Ça marche pas. cofinancer en fait des programmes, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou au niveau de l'institution. Et ce sont des programmes qui peuvent être nouveaux comme des programmes déjà existants et qui visent en fait donc, comme je l'ai dit, à cofinancer des programmes en vue de la formation doctorale ou des bourses pour les docteurs. Alors, l'objectif principal de cette action, en fait, c'est de diffuser le plus largement possible les meilleures pratiques que l'on rencontre dans les actions Marie Sklodowska-Curie. De quelle manière? Eh bien, en promouvant d'abord, et ça c'est un point extrêmement important, des standards assez élevés quant au processus d'évaluation et de recrutement, de sélection des candidats dans les programmes CoFund, mais aussi en permettant l'introduction, on va dire, d'effets structurants au sein des institutions. Donc, en répliquant en fait ces bonnes pratiques Marie Sklodowska-Curie, en favorisant aussi une formation d'excellence et durable en matière de recherche, en favorisant aussi la coopération et la mobilité sur ce qu'on appelle les 3 I, c'est-à-dire au niveau international, intersectoriel et interdisciplinaire. Et finalement, en encourageant toute synergie avec les fonds de politique et de cohésion. Et donc, il se peut que dans ce cadre-là, on pourrait avoir des programmes CoFund qui vont se concentrer sur certaines disciplines spécifiques quand ils sont basés sur des stratégies de spécialisation. Je disais tout à l'heure, c'est une action qui est monobénéficiaire, mais pas tout à fait. Et on le verra un peu par la suite. Donc ici, je reprends, on a deux types de programmes qui sont financés au sein de CoFund. On a les programmes doctorants, donc ce sont des programmes qui vont proposer des activités de formation à la recherche, qui vont permettre aux candidats aux doctorants de développer et d'élargir leur aptitude et leurs compétences. Évidemment, ces programmes doivent déboucher sur l'obtention d'un doctorat dans au moins un État membre de l'Union européenne ou un pays associé au programme Horizon Europe. Et donc, dans ce cadre-ci, les activités de formation qui sont proposées dans le programme CoFund sont fondées sur les principes européen en matière de formation doctorale innovante. Et puis vient les programmes post-doctorants, donc qui visent à financer des bourses individuelles au niveau de formation avancée en recherche, mais surtout en développement de carrière pour les chercheurs, comme je le disais, post-doctoraux.
Et donc, ces programmes doivent offrir une formation qui vise à développer des aptitudes, mais aussi des compétences clés qui sont transférables et communes à tous les domaines. Aussi qui visent à encourager l'innovation, l'esprit d'entreprise et à promouvoir et à récompenser, le cas échéant, les pratiques de sciences ouvertes. Comme je le disais, donc, monobénéficiaire en théorie, donc ça s'adresse à une entité juridique qui est établie dans un État de l'Union européenne ou dans un pays qui est associé au programme Horizon Europe. Et les bénéficiaires d'un programme CoFund doivent s'engager à recruter au minimum 3 chercheurs. Et ils sont tenus d'accueillir ces chercheurs dans leurs locaux, de les superviser. Et c'est ici que la nuance va commencer à s'installer, c'est qu'ils peuvent aussi faire appel à des partenaires de mise en œuvre qui sont liés aux bénéficiaires et qui vont eux aussi accueillir les chercheurs, les recruter et donc les accueillir au sein de leurs locaux. Alors, on parle d'entités qui peuvent participer à l'action CoFund et nous avons des entités de 2 secteurs différents. Un, nous avons d'abord dans le secteur académique. Le secteur académique, dans sa définition, va reprendre tout ce qui est établissement d'enseignement supérieur public ou privé, les organismes de recherche publics ou privés à but non lucratif et les organisations internationales, européennes internationales de recherche. Évidemment, dans le secteur non académique, on va reprendre tout ce qui n'est pas inclus dans le premier secteur. Donc, ça varie, ça peut aller de l'industrie aux entreprises, les infrastructures de recherche indépendantes, au niveau gouvernemental, les organisations aussi de la société civile. Et donc, vous voyez qu'on a une structure ayant un bénéficiaire principal, et qui peut être accompagné de partenaires de mise en œuvre et plus tard, je l'expliquerai, de partenaires associés. Ce qui fait que dans la mise en œuvre d'un programme CoFund, on peut avoir des structures différentes. On peut avoir une première structure où on aura une organisation de financement de recherche qui va s'occuper, qui va être notre interlocuteur principal, qui va s'occuper de gérer le fonds et qui en fait va déléguer ensuite de manière hiérarchique, va déléguer auprès d'universités, de laboratoires, le processus d'évaluation et de recrutement et donc l'accueil des chercheurs qui seront sélectionnés. Ça, c'est une première possibilité de structure. Une seconde possibilité de structure, c'est de dire qui est plus horizontale, c'est-à-dire, OK, on a notre bénéficiaire, notre interlocuteur principal, mais qui va se mettre aussi au même niveau que les partenaires de mise en œuvre. Et donc, ce interlocuteur principal va s'occuper de la gestion du CoFund, mais aussi recruter, s'occuper du processus d'évaluation et de sélection et recruter des chercheurs au sein de son organisation. Et finalement, pardon, la troisième structure, c'est vraiment la structure monobénéficiaire au sens propre du terme, c'est-à-dire on a une organisation voilà, qui s'occupe de tout en son sein et qui peut avoir, dans ce cas-là, des partenaires associés, non pas des partenaires de mise en œuvre, mais des partenaires associés pour tout ce qui est détachement ou alors la possibilité d'avoir des formations complémentaires. Et donc, vous voyez jusqu'à présent, donc j'ai parlé du bénéficiaire principal, j'ai parlé du partenaire de mise en œuvre, enfin, j'ai touché un petit peu, défini un petit peu le partenaire de mise en œuvre, et je viens de parler du partenaire associé. Et justement, on va donner un peu une définition de ce qu'on appelle de partenaire de mise en œuvre et de partenaire associé. Comme je l'ai dit, donc le partenaire de mise en œuvre, ce sont des entités qui vont bénéficier d'un soutien financier de la part du bénéficiaire du CoFund dans la mise en œuvre du programme doctoral ou postdoctoral. Et donc, ça veut dire qu'ils bénéficient d'un soutien financier et donc ils peuvent procéder à la sélection de chercheurs et recruter ces chercheurs au sein de leur organisation. Les partenaires associés, c'est différent. C'est-à-dire que les partenaires associés, eux, vont être inclus
dans le programme de cofinancement, donc le programme CoFund. Ils vont pouvoir proposer des détachements, ils vont pouvoir proposer des formations complémentaires au programme principal, mais ils n'auront pas le droit de facturer des frais ou de réclamer des contributions par rapport à leur participation dans le programme CoFund. Euh, il y a aussi quelque chose qui, on le voit dans l'outil que nous utilisons, c'est que, et c'est intrinsèque à CoFund, c'est que les partenaires associés sont indiqués dans notre outil de gestion de projet, mais les partenaires de mise en œuvre ne le sont pas pour des raisons de développement informatique, parce que l'outil que nous utilisons est utilisé par tous les actions qui se retrouvent et tous les programmes, tout ce qui se retrouve dans Horizon Europe, mais même au-delà. Et donc pour CoFund, vu que les partenaires de mise en œuvre, c'est quelque chose qui est particulier à CoFund, on n'a pas pu obtenir de développement informatique pour qu'il soit reflété dans cet outil en fait. Donc c'est un peu un statut à part, mais il se retrouve dans l'accord que l'on signe avec le bénéficiaire dans les documents. Alors, après avoir fait la distinction entre ces deux types de partenaires, on va discuter un peu de tout ce qui est financement, durée et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, du recrutement. Alors, au niveau du cofinancement, le cofinancement par rapport à un bénéficiaire est limité à un maximum de 10 millions d'euros. Je n'ai pas dit qu'il était limité à un seul projet. On peut très bien avoir au cours d'un même appel à projet un candidat qui va soumettre 4 projets et il se peut, par hasard, les projets étaient excellents, que plusieurs de ces projets soient sélectionnés. C'est tout à fait possible pour un bénéficiaire d'avoir plusieurs projets qui sont sélectionnés au sein d'un même appel, mais si l'ensemble des projets sélectionnés par un même bénéficiaire vient à dépasser cette limite des 10 millions d'euros, alors on va demander aux bénéficiaires de choisir parmi les projets qui ont été sélectionnés pour financement, de choisir un certain nombre de projets pour que la limite des 10 millions d'euros ne soit pas dépassée. Deuxièmement, en termes de durée par rapport au programme de cofinancement, c'est un maximum de 60 mois et les bourses qui sont offertes doivent être d'un minimum de 3 mois. Alors, les bourses qui sont offertes, on dit un minimum de 3 mois, ça s'applique dans les programmes post-doctoraux. Je rappelle que dans les programmes doctoraux, le programme doit viser à l'obtention d'un doctorat. Donc, 3 mois, ce n'est pas réaliste. Des bourses de 3 mois dans un programme doctoral, ce n'est pas réaliste. Et dernièrement, quelque chose que j'ai déjà mentionné, le programme doit recruter un minimum de 3 chercheurs. On parle de chercheurs, on va voir ce qu'il en est de l'éligibilité des chercheurs. Donc, pour les programmes doctoraux, les candidats qui vont postuler au programme ne doivent pas être en possession d'un doctorat au moment de la limite, de la deadline en fait de l'appel à candidature. Si le candidat a déjà défendu sa thèse et qu'il a réussi sa défense de thèse, il n'est pas éligible. Par contre, dans les programmes postdoctoraux, les candidats doivent être déjà en possession les docteurs doivent être déjà en possession d'un doctorat, enfin les candidats. Et ici, s'ils ne sont pas encore en possession d'un doctorat, mais qu'ils ont déjà réussi la défense de leur thèse, dans ce cas-ci, ils sont éligibles. Le programme CoFund est ouvert à toute nationalité et caractéristique de tout programme Marie Curie, il y a la règle de mobilité qui s'applique, c'est-à-dire que le candidat ne doit pas avoir résidé ou exercé son activité principale dans le pays du bénéficiaire, recruteur ou le partenaire de mise en œuvre pendant plus de 12 mois au cours des 36 mois qui vont précéder la date limite de l'appel à candidature.
À ce stade-ci, ce qu'il est important de garder en tête dans le programme Cofund, et il y a certains points du slide que je vais évoquer par la suite, c'est que les chercheurs qui sont recrutés doivent consacrer 100% de leur temps de travail au projet de recherche. Vous allez voir que la contribution européenne, dans le cadre d'un cofinancement, va couvrir différents types de coûts, n'est pas forcément limité. Qu'il est possible aussi euh, de recevoir des indemnités pour des absences de longue durée et aussi des allocations qui visent les besoins spéciaux. Mais ça, je vais le préciser plus tard dans un slide. Et aussi de bien garder en tête les critères d'éligibilité que j'ai évoqués précédemment dans un programme CoFund quand vous allez procéder à l'évaluation et à la sélection de chercheurs pour le programme. Aussi, ce qu'il faut garder en tête, et ça, je vais nuancer un peu maintenant, c'est qu'il est possible dans CoFund pour les chercheurs de demander un temps partiel pour des raisons personnelles, des raisons familiales, et dans le cadre d'un programme CoFund postdoctoral pour des raisons professionnelles, mais c'est limité en termes de temps, il doit y avoir une raison, une justification solide, et c'est seulement sur base de l'accord qu'on va donner. Aussi, les détachements qui sont prévus dans un programme CoFund ne peuvent pas excéder plus d'un tiers de la durée de la bourse qui est accordée au chercheur qui est sélectionné. Et finalement, il y a aussi ce qu'on appelle le saut d'excellence, c'est-à-dire que pour toute proposition de programme qui a été évaluée, mais qui a un score qui est supérieur ou égal à 85%, mais qu'il n'est pas possible de financer en raison de la limite de financement que nous avons par rapport à l'appel à projet, là, on va accorder à ces propositions ce qu'on appelle un saut d'excellence qui témoigne en fait de l'excellence de la proposition et qui peut être utilisé à d'autres niveaux, national ou régional, pour l'obtention de financement possible du programme. Donc, ça, c'est vraiment les aspects à garder en tête. Maintenant, je parlais de sélection et il y a pour CoFund, en fait, 3 critères de sélection. Chaque critère a des sous-critères et vous voyez sur le slide, on a un critère qui porte sur l'excellence du programme proposé, un critère qui porte sur l'impact que ce programme va avoir sur les chercheurs qui sont recrutés et aussi sur la mise en œuvre du programme proposé. Vous voyez que chaque critère a un pourcentage différent. Et donc, comme je l'ai dit, il y a des sous-critères. Les sous-critères, vous allez les retrouver dans le programme de travail. Vous allez le retrouver aussi, ces sous-critères, dans le guide à destination des candidats. Et vous allez voir, quand vous allez candidater, quand vous allez préparer votre proposition, vous allez devoir utiliser un document spécial pour soumettre votre candidature. Et dans ce document, en fait, à chaque fois, vous allez avoir le premier critère et les sous-critères et vous allez devoir compléter en fait la candidature par sous-critère. Donc, il n'est pas possible de se tromper au niveau des critères et des sous-critères à compléter. Et donc, vous voyez, donc, il y a un pourcentage de points d'importance qui est accordé à chaque critère. Dans l'éventualité où on aurait, dans le cadre de nos évaluations, 2 propositions qui seraient à égalité en termes de score, eh bien, on va regarder d'abord le score qu'il y a été, pour les départager, le score qui a été accordé au niveau du premier critère. Si ça ne permet toujours pas de les départager, on va passer au second critère et ainsi de suite. Ça, c'était la première partie en fait de la présentation, donc une présentation générale sur l'action. Maintenant, on va parler un petit peu de la structure du budget au sein d'un programme CoFund et aussi de la mise en œuvre d'un projet. Alors, au sein de la structure budgétaire d'un programme CoFund, c'est une contribution qui prend la forme par unité en fait et qui se base sur le nombre de personnes mois, c'est-à-dire les mois passés
par les chercheurs qui sont recrutés au sein d'un programme CoFund sur les activités de formation. Et donc, l'allocation CoFund, vous le voyez en bas du slide, en fait, elle vise à couvrir les coûts des chercheurs, donc en ce compris la rémunération qui est versée aux chercheurs, qui sont recrutés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat direct équivalent, avec une couverture complète de la sécurité sociale et qui est conforme à la législation en vigueur en matière de travail, qui vise aussi à couvrir les coûts de mobilité du chercheur et aussi les coûts qui sont liés, les coûts familiaux. Mais en plus de cela, la contribution peut être aussi utilisée pour couvrir les coûts qui sont directement liés à la formation, aux dépenses de recherche, au transfert de connaissances, aux activités de network, aux coûts de gestion de l'action et aux coûts indirects. Donc vous voyez, la contribution co-fund n'est pas limitée à une certaine catégorie de coûts au sein du programme co-fund, mais peut être utilisée largement. Ceci étant dit, il y a deux conditions principales que l'on veut voir dans tout programme co-fund. La première chose, c'est qu'on a besoin de voir dans le programme co-fund le montant total qui est accordé au programme. D'abord, ça c'est le montant total, mais aussi les montants qui sont accordés aux chercheurs et les montants qui vont aller aux organisations. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'évaluer d'un côté la pertinence des conditions d'emploi et de travail des chercheurs. Et donc, on doit s'assurer que la rémunération brute mensuelle qui va être accordée aux chercheurs, ainsi que les coûts de mobilité, dans le cadre de programmes visant de programmes doctoraux, que ça soit un minimum de 3 300 € par mois par chercheur recruté, et dans le cas de programmes postdoctoraux, de 4 700 € par mois par chercheur recruté. Alors, et ça je vais l'évoquer aussi après dans les slides, il se peut qu'il n'est pas possible, parce que la législation nationale ne le permet pas, la législation du pays bénéficiaire ne le permet pas, d'offrir un contrat de travail ou un contrat direct équivalent. Et donc, dans ce cas-là, il est possible, je dis bien il est possible, d'accorder une bourse forfaitaire, mais qui doit assurer un minimum de couverture sociale. Et donc, cette bourse forfaitaire, elle sera de 1 400 € dans le programme doctoral et de 1 990 € dans le programme postdoctoral. Mais encore une fois, ce genre de choses est vraiment sous condition, et la condition principale, comme je l'ai décrirai tout à l'heure, c'est vous devez d'abord obtenir notre accord par rapport à ça. Je le disais précédemment dans un des slides, il y a aussi deux types d'indemnités, d'allocations au sein de CoFund. D'une part, on a une indemnité pour les absences de longue durée qui vise à couvrir les frais de personnel qui sont courus par les organisations bénéficiaires en cas de congé des chercheurs, et en ce compris les congés de maternité, les congés de paternité, les congés parentaux, les congés de maladie ou les congés spéciaux, mais de plus de 30 jours consécutifs. Et puis, d'un autre côté, on a une allocation pour les besoins spéciaux qui va couvrir en fait les coûts supplémentaires qui sont liés à l'acquisition d'articles ou de services pour des chercheurs recrutés à mobilité réduite. Ça peut couvrir aussi l'aide d'un tiers, l'adaptation à l'environnement de travail, les frais supplémentaires de déplacement et de transport. Cette indemnité et cette allocation, elles peuvent être demandées, mais à partir du moment où le besoin se fait sentir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas anticiper. C'est vraiment au moment où le recruteur, dans le cadre de l'allocation pour besoins spéciaux, au moment où le chercheur qui aurait besoin de cette allocation est recrutée, et au moment de l'indemnité pour des congés de longue durée, c'est au moment où ce type de congé se présente. Je reviens sur le type de contrat parce que c'est quelque chose qui est important. C'est que dans CoFund, la règle, c'est d'avoir
de recruter les chercheurs dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat direct équivalent avec une couverture sociale complète. Et je l'ai dit tout à l'heure, si la législation du pays bénéficiaire ne le permet pas, alors à ce moment-là, exceptionnellement, on peut recruter le chercheur dans le cadre d'une bourse à durée déterminée. Et donc, l'allocation de subsistance dont j'ai précisé les montants tout à l'heure va être réduite. En fait, c'est la moitié de l'allocation COFUN que l'on donne. Mais il faudra s'assurer que les chercheurs qui sont recrutés sous ce type de bourse à durée limitée bénéficient d'une couverture sociale minimum. Et encore une fois, pour octroyer ce type de bourse limitée, le bénéficiaire doit obtenir notre accord au préalable. Dans la mise en œuvre d'un programme CoFund, il y a vraiment des éléments qui sont aussi super importants. Et on va prendre en premier ce qui est la base en fait, c'est-à-dire l'évaluation et la sélection des candidats dans les programmes CoFund. La sélection, l'évaluation, le processus d'évaluation et de sélection qu'on vous demande d'implémenter, il y a des règles fondamentales. On vous demande que ce processus soit ouvert, transparent, impartial, équitable et basé sur le mérite. Chaque mot que je viens de citer maintenant a son importance. Ensuite, on va vous demander au moment où vous allez diffuser l'appel à projet, que ça soit diffusé de manière internationale, puisqu'il s'adresse à tout candidat de toute nationalité. On va vous demander aussi de publier ces appels à projets sur Euraccess. Et là, j'attire votre attention parce que pour le moment, on voit beaucoup d'erreurs dans la mise en œuvre des projets. C'est que on va vous demander, quand vous allez publier en fait ces appels à candidature sur Euraccess, aussi de préciser la rémunération que les chercheurs sélectionnés seront en droit de recevoir, la rémunération brute. Et donc, on va vérifier cette rémunération et cette rémunération doit, d'une part, correspondre au minimum que j'ai décrit dans un slide précédent, mais d'autre part, elle doit correspondre à ce que vous avez mis dans votre proposition, ce que vous avez décrit dans le tableau de rémunération, elle doit correspondre à ça. Il ne peut pas y avoir de déviation par rapport à ça. Donc, je parlais du processus d'évaluation et de sélection, et aussi une autre chose dans ce processus d'évaluation et de sélection, où on remarque qu'il y a des incompréhensions, on va dire, au moment de la mise en œuvre, c'est que dans ce processus d'évaluation, on vous demande pour les deux types de programmes d'avoir des experts indépendants qui sont impliqués à chaque étape du processus d'évaluation et de sélection. Ici, par expert indépendant, j'insiste, il doit y avoir un nombre significatif, et deux, j'entends par indépendant, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien avec le bénéficiaire ou avec le bénéficiaire et les partenaires de mise en œuvre qui sont impliqués dans le programme, et aussi les partenaires associés s'ils sont déjà identifiés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qui est spécifique au programme post-doctoral, c'est que ces experts indépendants doivent avoir une dimension internationale, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être basés dans le pays du bénéficiaire. Aussi, donc je répète ici aussi, il faut un nombre significatif de ces experts qui soient impliqués à chaque étape du processus d'évaluation et de sélection. Et finalement, tout ça va déboucher sur le programme de formation que vous allez ouvrir, qui doit être varié, on demande fortement à ce qu'il y ait, à ce que ces programmes de formation comprennent des détachements. Et quand je dis des détachements, c'est aussi des détachements qui visent aussi cette dimension intersectorielle. Et qui vont aussi permettre le transfert de compétences, qui vont aussi inclure des éléments interdisciplinaires et des éléments innovants dans ces programmes. Je parlais
justement de la diffusion des appels à projets, du nombre de chercheurs, ce sont vraiment dès le début de votre projet, déjà dans la réflexion, dans la proposition que vous allez soumettre, ce sont vraiment des éléments à tenir en compte parce que vous devez, pour chaque étape, accorder suffisamment de temps. Au moment où vous faites la diffusion du programme, c'est d'accorder suffisamment de temps pour recevoir un nombre élevé de candidatures, pour justement pouvoir procéder à l'évaluation et à la sélection des meilleurs candidats. Le nombre de candidats que vous voulez recruter va aussi avoir un impact sur les différentes étapes, que ce soit au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'appel à projet quand il va être diffusé, mais aussi au niveau des étapes d'évaluation et de sélection. Et la première la première étape qui me vient en tête, et j'ai eu des exemples avec des bénéficiaires, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient reçu un nombre assez élevé de candidatures, et quand vient la première étape, c'est-à-dire vérifier l'éligibilité des candidats, eh bien, ils n'étaient pas assez nombreux, ils n'avaient pas mis les moyens suffisants que pour pouvoir procéder à l'éligibilité de toutes les candidatures reçues. Donc, c'est vraiment des facteurs que vous devez tenir en compte aussi. Et le dernier facteur, c'est l'établissement d'une liste de réserve par rapport aux candidats que vous allez sélectionner, parce qu'il se peut, suivant la durée du processus d'évaluation et de sélection, que certains candidats que vous allez sélectionner en fin de processus vous disent, ben, écoutez, ben voilà, j'ai reçu une autre bourse, j'ai reçu une autre opportunité, et donc je ne suis plus disponible. Donc il faut pouvoir combler ce poste par une liste de réserve. Alors je parle aussi, donc là j'ai focalisé un peu sur tout ce qui est processus d'évaluation et de sélection. Et ça, le slide que vous voyez là vient aussi d'une réflexion que nous avons eue dernièrement et qui a été déjà appliquée dans l'évaluation de l'appel à projet 2024, c'est le rôle que le superviseur a dans ce processus d'évaluation et de recrutement. Et il a un rôle qui est très très limité et très cadré. C'est-à-dire qu'au moment des appels à projets, on autorise un contact entre les candidats et le superviseur, mais c'est un contact qui doit être défini, qui doit être cadré. Ça doit se limiter en fait à voir s'il y a un potentiel, je veux dire, s'il y a un lien qui est possible, si le cadre convient aux deux, euh, au candidat, et enfin si le candidat va se retrouver, si ça passe bien avec le superviseur et aussi avec l'équipe de recherche, de voir un peu des questions sur les infrastructures et tout ça, mais ça doit être vraiment très limité. Deuxièmement, le superviseur ne peut pas être impliqué dans euh, l'élaboration de la proposition que le candidat va soumettre, et surtout, il n'y a pas de, euh, de préaccord de la part du superviseur qui doit être donné. On doit vraiment éviter toute forme de présélection. La sélection se fera au niveau de l'évaluation et de la décision finale, mais elle ne peut pas se faire avant. Donc aussi, le superviseur ne peut pas avoir de rôle dans le processus de recrutement et dans le processus de sélection. Et comme je le disais tout à l'heure, le processus de recrutement doit vraiment faire preuve d'ouverture, de transparence, d'impartialité, d'équité et vraiment être basé sur le mérite du candidat. Donc ça, c'est une chose vraiment que je vous encourage vivement à garder en tête quand vous allez soumettre vos candidatures, de bien définir le rôle du superviseur, surtout au niveau du processus d'évaluation et de sélection, en ce compris au moment où les appels à projets sont diffusés, parce que c'est vraiment ce que les évaluateurs vont regarder, et s'ils ont le moindre doute, c'est quelque chose qui va être pénalisé. Il y a aussi un autre aspect assez récent que je voulais évoquer avec vous, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau de la proposition ou au niveau de la mise en œuvre du programme. On ne peut pas interdire l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Vous avez le droit,
que ce soit à ces deux étapes, c'est-à-dire au niveau de la proposition, au niveau de l'implémentation, de la mise en œuvre du projet, du programme Cofen, d'utiliser l'intelligence artificielle. Pour autant, vous en gardez la responsabilité juridique, c'est-à-dire que le contenu que vous allez mettre dans la proposition, vous en êtes responsable. S'il y a des erreurs, euh, voilà, des fautes qui sont générées par les outils d'intelligence artificielle que vous allez utiliser, évidemment, la proposition sera pénalisée. Aussi, et ça c'était le cas avant, c'est que toute forme de plagiat peut conduire à l'exclusion de la proposition quand on sera en phase d'évaluation, mais peut conduire à l'exclusion du projet par la suite, si on se rend compte par la suite qu'il y a eu plagiat. Une chose par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que vous ne pouvez pas utiliser l'intelligence artificielle dans votre processus d'évaluation et de recrutement des candidats. Ça, c'est quelque chose que l'on fait nous, et vous ne pouvez pas l'utiliser non plus. Donc voilà, ça couvre un peu l'utilisation de l'intelligence artificielle dans Cofent. Et maintenant, par rapport à l'appel à candidature 2025, il a été ouvert sur le portail le 23 janvier dernier. Pour ceux qui ont déjà été voir sur le portail, vous avez vu que tous les documents sont listés là. La limite pour soumettre votre candidature, c'est le 24 juin. Encore une fois, n'attendez pas la dernière minute pour soumettre, parce que chaque fois, on a des cas où certains candidats attendent vraiment la dernière minute, et comme beaucoup font la même chose, parfois il y a des bugs et ils n'arrivent pas à soumettre leur candidature à temps. Donc, essayez d'avoir votre candidature prête 2 jours avant la limite. La limite pour soumettre les candidatures, histoire de la relire une dernière fois et de la soumettre la veille de la limite. Le budget qui est accordé sur l'appel à projet 2025 est de près de 102 millions d'euros. Comme pour les autres années, normalement, on devrait être en mesure de financer aux alentours de 27 projets. Et voilà ce qui conclut ma présentation. Ici, je vous ai mis voilà, 2 liens à suivre, et le lien de l'AREA, vous allez retrouver en fait tous les documents que j'ai pu citer dans ma présentation. Ils seront repris là aussi. Donc voilà. Voilà, je pense avoir. Voilà, Parfait. terminé. Merci beaucoup, Marc, pour Voilà. cette présentation très complète. Alors, on va pouvoir prendre quelques questions, pas beaucoup, parce qu'il y a une session de questions-réponses qui est réservée à la fin, donc où tous les participants, où tous les intervenants participeront. Mais donc, quand même, on va pouvoir prendre quelques questions. Donc, il y a une qui est arrivée dans le chat. Lors de la mise en œuvre, quels éléments du reporting financier portent sur la justification du budget non confinancé par l'UE? Ah ouais, Nous, ce qu'on va, il y a pas de justification en tant que telle à apporter par tout ce qui est le financement qui n'est pas qui est autre que le cofinancement européen, parce qu'au moment du reporting, ce qu'on va vous demander de compléter dans le système, c'est de déclarer ce nombre de personnes mois par chercheur, en fait. C'est ça que l'on va regarder. Et donc, le financement, le remboursement en fait de la période sera fait sur base de cette déclaration qui sera repris dans cette déclaration financière en fait. merci. Alors ensuite, je vais prendre, il y a plusieurs mains levées, je vais prendre dans l'ordre des mains levées. Elisabeth Lacroix. Merci beaucoup. J'avais juste une question par rapport aux experts indépendants. Donc, vous avez dit ils ne peuvent avoir aucun lien avec les bénéficiaires, ni les associate partners, ni les Implementing partenaires de partners. mise en œuvre. Oui. Ça veut dire tous, ou ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait qui n'aient aucun lien, et après, il peut y en avoir à côté qui ont des liens? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, c'est qu'il doit y avoir un nombre significatif d'experts indépendants. Un nombre significatif, ça veut bien ça veut dire ce que ça veut dire. On n'a pas imposé un pourcentage, mais clairement, plus vous allez avoir dans votre proposition d'experts indépendants,
plus votre proposition sera, j'ai envie de dire, favorisée. C'est-à-dire que, voilà, il y aura vraiment un gage de transparence, d'indépendance du processus de recrutement, et ça, les évaluateurs vont en tenir compte. C'est pour ça qu'on est resté sur le terme significatif, sans imposer un pourcentage, en fait. Mais clairement, si votre projet est sélectionné, au moment de l'implémentation du projet, nous, on va regarder, parce que vous allez devoir faire des rapports sur l'implémentation sur les processus d'évaluation et de sélection pour chaque call, pour chaque appel à projet. Et nous, on va regarder par rapport à l'accord qu'on a signé avec vous que vous avez bien respecté ça. Donc, on va vous demander en fait la liste des experts qui ont participé aux évaluations. D'accord. Donc, en gros, il peut y en avoir quelques-uns, mais il faut que la grande majorité soit des experts indépendants. Voilà. Ok. Merci. Ensuite, Denitsa Dayanovska. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question par rapport à l'éligibilité des organisations autres que structures d'enseignement supérieur et recherche. Moi, je présente l'Agence universitaire de la francophonie, donc on est un réseau d'universités. On soutient des collèges doctoraux en Afrique essentiellement. Et en fait, la question est, est-ce que nous, en tant qu'on a le statut d'ONG internationale, on peut être partenaire de mise en œuvre, enfin bénéficiaire principal, enfin je sais pas. Enfin, déjà, est-ce qu'on peut être celui qui dépose? Et deuxième, est-ce qu'on peut être bénéficiaire de financement ou bien seulement associé? Vous pourriez, vous pouvez être bénéficiaire pour autant que les organisations qui vont participer à votre projet soient en Europe, puisque le but c'est ça en fait. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ces organisations soient européennes ou soient associées au programme Horizon Europe. Ça, c'est une chose. Et vous pourriez être partenaire de mise en œuvre ou partenaire associé. Dans le cadre de partenaires de mise en œuvre, si vous accueillez des chercheurs au sein de votre structure, que vous allez recruter et accueillir des chercheurs au sein de votre structure, et en cas de partenaire associé, si vous proposez des formations complémentaires ou si vous proposez des détachements au sein de votre structure. Toujours dans le cadre du programme de recherche, en fait, du chercheur. Donc voilà. Donc, ce serait avec des universités forcément européennes ou dans les pays associés. Donc, ça, c'est clair. On ne serait pas seul. Mais nous, en n'étant pas une organisation de recherche ni d'enseignement supérieur, est-ce que nous, on peut accueillir des chercheurs? C'est sûr qu'on peut faire des contrats, mais je veux dire, Mais les c'est contrats, pas... en fait, à ce moment-là, ce ne serait pas vous qui alliez faire les contrats, mais ce serait les partenaires de mise en œuvre. Ça serait des universités. Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit, les universités, les partenaires de mise en œuvre, en fait, elles reçoivent une subvention de la part du bénéficiaire. C'est un peu la structure que j'ai présentée tout à l'heure, la structure hiérarchique, où vous allez avoir le bénéficiaire qui va gérer le programme CoFund avec les fonds, et puis la mise en œuvre va être déléguée en fait aux partenaires de mise en œuvre qui vont procéder aux évaluations et aux sélections des chercheurs et qui vont les recruter. Bien sûr, si vous avez un programme, enfin voilà, si vous avez cette structure, on va vous demander à ce que le processus d'évaluation et de sélection soit le même pour tous les partenaires de mise en œuvre, puisque chaque candidat, chaque chercheur doit être traité de manière équitable. Donc voilà, il doit y avoir une cohérence. D'accord, ok. Merci beaucoup. De rien. Merci. Alors, ensuite, Manuel Antouche. Manuel, vous pouvez allumer votre microphone et prendre la parole. Alors. Sinon, Pierre à Euroregio. Oui, bonjour, merci pour ces informations. Nous, on prévoit un programme doctoral transfrontalier, mais j'ai une question sur les conditions de mobilité. Par exemple, si on a un chercheur espagnol qui candidate
sur une thèse portée par un établissement français, mais que cette thèse est faite en co-tutelle, donc avec un laboratoire espagnol, donc de son pays d'origine. Donc typiquement, il passerait 2 ans en France pour sa thèse et une année dans, par exemple, un laboratoire espagnol. Est-ce que ça pose un problème au niveau de la condition des mobilités? Ce qu'on va regarder, comme je l'ai dit dans la définition tout à l'heure, c'est le pays du bénéficiaire ou de l'organisation qui implémente. Si l'organisation qui implémente est espagnole, oui, ça va poser problème. Mais ça va Oui, poser non. problème dans le sens où, c'est-à-dire que il y a cette règle des 12 mois sur les 3 dernières années, en fait. Ils ne peuvent pas avoir passé 12 mois dans le pays bénéficiaire ou le pays de l'organisation de mise en œuvre, plus de 12 mois dans les 3 années qui précèdent la limite d'appel. Et quand j'ai dit passer, avoir résidé ou avoir mené l'activité principale, leur activité principale. Parce que justement, dans le cadre de programmes transfrontaliers, on pourrait très bien avoir un chercheur avant de candidater qui habite, je ne sais pas moi, en Allemagne et qui a mené ses activités principales en France et puis qui décide de candidater pour un programme français. Là, on va regarder vraiment qu'il n'est pas passé, son activité principale n'a pas excédé les 12 mois dans les 3 années qui précèdent la limite de l'appel à projet. D'accord. Merci. Alors, je ne vois plus de questions. Alors, je propose qu'on prenne une dernière question dans le chat et ensuite, on va passer à la présentation suivante et on gardera les autres pour la suite. Donc, Nicolas Auger du CEA, est-ce qu'il pourrait être envisagé pour les futurs appels d'élargir la durée maximale de 60 à 72 mois pour permettre dans les projets une ou deux campagnes de recrutement supplémentaires? Le montage de projets écophones représente beaucoup de temps et d'efforts. Il serait utile d'avoir une durée plus longue pour avoir plus d'impact. Bon, c'est plus une suggestion qu'une C'est plus question. une suggestion Mm. qui n'est pas envisagée pour le moment, qui a déjà eu débat, mais qui n'est pas envisagée. Par contre, il y a la possibilité, mais ça doit être bien documenté, c'est que dans le cadre d'organisations bénéficiaires de CoFund, quand elles voient qu'elles prennent du retard ou que, par exemple, elles ne sont pas parvenues à recruter le nombre de candidats par appel à candidature, il est tout à fait possible, après nous en avoir parlé et après avoir reçu notre accord, d'organiser un call ou 2 calls supplémentaires. Un call, c'est déjà très bien, et de demander un avenant à l'accord, un avenant pour étendre en fait la durée du programme. Ça, c'est possible. On a des cas où on étend le programme entre 6 et 12 mois généralement. Donc, ça nous conduit à 72 mois, 72 mois au total. Mais encore une fois, on parle d'un avenant au contrat, donc c'est quelque chose qui doit être vraiment bien justifié en fait. Merci beaucoup. Alors, De je rien. vous propose qu'on passe maintenant à la présentation suivante, qui sera celle du PCN. Euh, donc, je vais partager mon écran sans tarder pour vous présenter des statistiques des derniers appels à projets, aussi bien globales que françaises, ainsi que le processus de candidature. Voilà, donc vous avez remarqué qu'il y a eu récemment un changement de calendrier. Cofund, donc l'appel 2024 n'a pas suivi le même calendrier que l'appel 2023. Et donc l'appel 2025 ne suivra pas non plus le même calendrier. Donc les résultats 2024 sont pour l'instant en attente, mais qui doivent être annoncés très prochainement. Je vais donc pouvoir vous parler des statistiques de participation pour 2023 et juste des statistiques de candidature pour 2024. Donc 2023, vous avez quelques éléments ici. Donc il y a eu 27 propositions qui ont été sélectionnées sur la liste principale et 6 classées sur la liste de réserve. 71 propositions donc, ont été classées sous le seuil de 70%.
pardon, au-dessus du seuil et 31 propositions sous le seuil. Et donc, il y a eu aussi 4 propositions qui ont été considérées inéligibles. Ici, vous voyez quelques éléments sur les propositions retenues par panel avec des chiffres. Donc, en rouge, vous voyez des propositions retenues sur le panel co-fund doctoral et en bleu sur le co-fund postdoctoral. Et donc, vous pouvez voir que les deux premiers pays bénéficiaires, c'est l'Espagne et la France. Donc, l'Espagne a eu 5 propositions en co-fund postdoctoral et 2 en co-fund doctoral, donc 7 pardon, au total. Et la France a eu 6 propositions retenues à l'appel 2023 qui toutes étaient sur le panel co-fund doctoral. Voilà. Et ensuite, donc, on est suivi aussi de l'Irlande qui a eu 3 programmes, qui a remporté 3 programmes à l'appel 2023. Alors, ici, sur cet histogramme, vous voyez l'évolution, donc il faut le lire de droite à gauche, donc 2021, 2022, 2023. Donc, les propositions soumises et retenues par panel et donc par année. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que donc il y a eu au niveau du taux de succès, il y a eu une petite augmentation en 2022 et ça a un petit peu baissé en 2023. Pour euh, les programmes postdoc, il y a eu une petite baisse de candidature, puis ça a réaugmenté en 2023. Donc globalement, ça reste plutôt stable et aussi bien en nombre de candidatures qu'en nombre de propositions soumises qu'un nombre de propositions retenues, avec peut-être une petite baisse globale en candidature postdoc depuis 2021. Ici, vous voyez des lauréats français de l'appel 2023, donc le dernier, et donc notamment l'Université de La Rochelle qui va apporter son témoignage aujourd'hui, juste après. Et ici, vous voyez les statistiques de la participation française depuis 2021. Donc en 2021, on a eu des résultats qui n'étaient pas fantastiques, mais qui se sont améliorés donc en 2022 et 2023. Et donc on est parmi les 2 premiers pays déposants et aussi bénéficiaires de cet appel à projet avec l'Espagne, avec des taux de succès qui sont aussi assez élevés. Et ici, vous voyez les top 8 bénéficiaires français depuis 2021, donc depuis Horizon Europe. Et donc, le premier, c'est la Fondation Sciences Mathématiques à Paris, qui est un très ancien bénéficiaire du programme CoFund, et qui est présent, je crois, à cette réunion. Et la première université bénéficiaire CoFund, c'est l'Université de Pau et des Pays de la Dour, qui a 2 programmes CoFund en cours. Alors, maintenant quelques mots sur l'appel 2024, dont on attend les résultats avec beaucoup d'impatience. Donc, il y a eu 91, donc c'est les statistiques globales, 91 propositions reçues, 40 pour les programmes doctoraux et 41 pour les programmes postdoctoraux, avec le budget total de 54,8 millions d'euros, donc ce qui est supérieur au budget 2023. Les résultats sont attendus en février. Donc, le deadline, c'était en septembre, le 26 septembre. Et au niveau donc de propositions soumises par panel, le comparatif avec 2024, donc il y a eu une petite baisse, enfin même une baisse plutôt assez considérable par rapport à 2024, à 2023 que vous pouvez voir ici. Et donc, ici, vous pouvez voir la répartition par pays. Il y a toujours la France et l'Espagne qui sont en tête. Donc, sur cet histogramme, vous voyez les figures pour co-fund doctoral programs et le comparatif avec 2023. Donc, l'Espagne a soumis plus de propositions sur le panel doctoral par rapport à 2023, alors que la France, un peu moins.
Et en revanche, pour les panels pour postdoctoral, donc encore une fois, ici en bleu, vous voyez les chiffres pour 2023 et en rouge pour 2024. Donc l'Espagne a soumis moins de propositions sur le panel postdoctoral, alors que la France a soumis plus de propositions en panel postdoctoral cette année. Et on espère gagner quelques projets postdoctoraux, enfin, parce que depuis début de Horizon Europe, depuis 2021, la France n'a gagné que des programmes doctoraux. Donc, on aimerait bien avoir quelques programmes postdoctoraux. Voilà, c'était des statistiques. Maintenant, quelques mots pour le processus de candidature que vous connaissez peut-être pour la plupart. Donc, ici, vous voyez donc, ce qui est attendu au niveau du dossier de candidature. La partie A qui est à remplir en ligne et la partie B qui est composée donc de B1 et B2. B1 qui est limité à 34 pages avec la page de garde, la table des matières, la description générale du programme et des informations concernant le bénéficiaire et ensuite les sections Excellence, Impact et mise en œuvre qui sont limitées à 30 pages. Dans la partie B2, vous avez 3 sections, donc éthique, organisation partenaire et des considérations environnementales en lien avec la charte verte. Et donc, par contre, la nouveauté qui est en place depuis 2024, c'est que les lettres d'engagement ne sont plus demandées ni aux partenaires de mise en œuvre, ni aux partenaires associés au moment de la candidature. Ils seront en revanche demandés aux partenaires de mise en œuvre au moment de contractualisation. Alors, pour enregistrer et soumettre une proposition, il faut se rendre sur le portail Funding and Tenders, créer votre compte si vous n'en avez pas encore, et une fois connecté, donc se rendre sur l'appel à proposition MSCI CoFund 2025. Donc, vous choisissez ensuite, donc vous avez toutes sortes de documents qu'il faut d'abord lire. Le guide du candidat, le modèle du dossier de candidature, le programme de travail MSCI. Donc, on vous conseille fortement de prendre connaissance de tous ces documents pour bien comprendre les règles et être éligible. Pardon. Et ensuite, vous choisissez votre panel et vous soumettez votre proposition. Donc, pour le faire, il vous faudra le code PIC de votre établissement. Il faudra également indiquer l'acronyme et le résumé du projet, mais qui peuvent être modifiés ultérieurement. Et voilà, ensuite, avec votre code PIC, vous pouvez enregistrer votre proposition. Vous arrivez ensuite à la page où vous pouvez ajouter des contacts à votre proposition. Donc, ce qui fait que, si vous travaillez dans un service d'accompagnement, vous pouvez enregistrer la proposition pour vos équipes ou si vous êtes coordinateur chercheur, vous pouvez également enregistrer la proposition et ajouter ensuite les autres membres de l'équipe au projet. Et c'est sur cette page-là que vous pouvez également ajouter les partenaires associés au dossier de candidature pour qu'ils puissent y avoir accès. Et ensuite, vous arrivez à la page où vous trouverez donc l'accès au format A, donc Administrative Forms. Donc, il faut cliquer sur Edit Forms et vous arriverez à la page où vous allez remplir ces formulaires en ligne. Et également, sur cette page-là, vous pouvez télécharger les modèles de la partie B en format modifiable que vous allez remplir et ensuite soumettre en PDF sur cette page-là. Après, donc, il faut cliquer sur le bouton valider qui pourra vous indiquer si éventuellement il manque quelque chose. Et s'il ne manque plus rien, vous pouvez soumettre la proposition. Et enfin, donc, quelques mots sur les ressources et événements à venir organisés par le PCN. Donc déjà, sur la page de l'appel à projet, vous trouverez des documents de référence dont on vous conseille fortement de prendre connaissance. Donc, c'est le guide du candidat, le programme de travail et le modèle standard du formulaire de candidature. Et ensuite, donc, le PCN, cette année, va proposer plusieurs événements, comme chaque année, pour accompagner les porteurs de projets. Donc, il y a déjà cette session d'information d'aujourd'hui, mais également, donc, le prochain rendez-vous, ce sera en mars, pendant la semaine du 17 au 21 mars. On va proposer une série d'ateliers thématiques. Donc, on appelle ça une session de coaching. Pardon. Mais ça ne sera pas le même coaching que ce qu'on a proposé les années précédentes. Donc, cette année, on ne va pas proposer d'entretien individuel, mais on va proposer, donc, c'est une série d'ateliers thématiques et on va décortiquer en détail ce qui est attendu dans chaque partie du
dossier de candidature, à savoir le processus de recrutement, la gouvernance, l'impact, la mise en œuvre, enfin, les focus de la proposition. Et ensuite, donc un peu plus tard, le 16 mai, nous proposerons notre webinaire annuel Conseil d'écriture, qui est fait à la base d'analyse des rapports d'évaluation des années précédentes. Pour l'instant, les inscriptions ne sont pas encore lancées, mais si vous êtes inscrit à notre mailing list, vous aurez l'information. Et enfin, donc chaque année aussi, on publie ce qu'on appelle le kit de montage. En fait, c'est une page sur laquelle on regroupe toutes les ressources qui sont mises à disposition par le PSN pour les porteurs de projets. Donc, qui sont dedans, vous trouverez le handbook, qui est un guide annoté mis en œuvre par le réseau européen de PSN MCA. Donc, les replays de toute notre journée d'information et des slides, aussi les diaporamas des conseils d'écriture. Ainsi que la vidéo tutoriel qui explique comment il faudra enseigner les parties A et des documents de référence de l'appel à projet. Et donc d'autres ressources utiles sur lesquelles on vous a mis les liens ici. Donc la fiche montage financier d'un projet CoFund qui est en français et qui peut vous aider à bien comprendre ces montages financiers qui peuvent paraître des fois un peu complexes. Et également les vidéos des InfoDay des années précédentes où vous pourrez aussi trouver des témoignages des lauréats et des experts évaluateurs qui changent d'une année à une autre et qui peut être aussi intéressant de regarder donc, les témoignages des années précédentes. Et donc enfin, si vous avez des questions, vous avez ici notre adresse générique du PCN, le lien sur le portail national dédié à Horizon Europe, où vous trouverez la page dédiée aux émissiers avec de nombreuses ressources, et enfin notre page LinkedIn à laquelle vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant de toutes les actions qu'on propose. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour moi sur les statistiques ou le dossier de candidature? Alors, je vois qu'il y a de nombreuses questions dans le chat, mais qui portent peut-être surtout davantage sur les règles de participation. Oui, il en reste une sur le dossier. Alors, on va prendre celle sur le dossier alors. C'est pas vraiment sur le dossier, c'est sur comment présenter le cofinancement du bénéficiaire. Ce qui doit aussi être présenté sous la forme de coût unitaire. En fait, vous avez dans le dossier de candidature un tableau avec le budget. Donc, il y a un modèle de tableau qui est proposé. Et si vous allez sur la fiche, sur le montage financier que nous avons rédigé et sur lequel je vous ai mis le lien dans ma présentation, vous trouverez une explication détaillée de ce montage avec des exemples auxquels on a pensé. Donc, j'espère que ça permettra de clarifier vos interrogations. Et le reste, ça a été, je l'ai répondu. Pardon? Le reste, j'ai répondu. Ok, très bien. Dans ce cas-là, je vous propose qu'on avance parce qu'on a pris un peu de retard. Donc, je vais maintenant, donc, on va suivre le programme. Je vais laisser la place maintenant à Lucie Vaucel et Emeline Alexandre. Je ne sais pas si Emeline est là également, de l'Université de La Rochelle. Qui sont coordinatrices du projet EUDocs for SMOOCs, donc projet qui a été retenu à l'appel 2023 et qui est donc adossé à l'Alliance Université Européenne EU Connexus. Merci Eugénia. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lucie Vaucel, donc je suis responsable de la cellule ingénierie de projet à La Rochelle Université. Et donc, comme Eugénia le disait, je vais vous parler de notre programme CoFund pour les doctorants qui a été soumis à l'appel 2023 et pour lequel nous avons été lauréats. Eugénia, tu peux me confirmer que vous voyez bien la présentation en plein écran? Oui. Super. S'il y a le moindre souci, comme je vous vois plus, n'hésitez pas à me dire. Donc notre programme, donc merci aussi, je voulais vous remercier, les collègues du PCN MSCA pour cette invitation. C'est toujours intéressant, et riche pour tout le monde de témoigner à ce genre de webinaire et j'espère que vous aurez aussi quelques petits conseils utiles, pour, les futurs, bénéficiaires ou les futurs participants, à cet appel à projet.
Donc, notre programme CoFound s'intitule EU Docs for SMUX Doctoral Programme. Je vais vous d'abord faire un petit historique de là où nous sommes partis. Donc, l'histoire de notre CoFound commence d'abord par, comme Eugénia l'a dit, notre université européenne. La Rochelle Université, dès le premier appel pilote lancé par la Commission européenne avec des financements via le programme Erasmus+, s'est montrée très déterminée et a été très volontaire pour répondre à cet appel à projet pilote, donc lancé en 2018, pour commencer à construire un réseau d'universités européennes. Et donc, l'établissement a été lauréat en s'appuyant sur 6 universités partenaires coordonnées par La Rochelle Université et 5 autres partenaires répartis dans différents coins d'Europe, je dirais. Puis, il y a eu un second appel à projet, cette fois qui n'était plus un pilote, mais avec la possibilité pour de nouvelles alliances de se constituer ou la possibilité pour d'anciennes alliances de se renforcer ou d'intensifier leurs relations. Cet appel a été publié en 2022. La Rochelle Université a poursuivi cette dynamique et a intégré 3 nouveaux partenaires au sein de son alliance pour constituer un réseau de 9 universités partenaires intitulé Alliance EU Connexus. Voilà, ça depuis la réponse au premier appel à projet. La particularité de l'Alliance européenne EU Connexus, mais c'est le cas d'autres alliances européennes aussi, c'est qu'il y a une spécificité thématique, un focus thématique sur ce qu'on appelle SMUX en anglais, Smart Urban Coastal Sustainability. En bon français, ça s'appelle LUDI, on dit littoral urbain durable intelligent, qui est une thématique phare qui regroupe tout un tas de disciplines et de thématiques, en particulier en recherche, mais aussi dans les domaines de la formation, mais avec vraiment l'idée qu'on est un réseau d'alliances qui se base sur des universités qui travaillent en particulier sur le littoral. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu petit sur la diapositive, mais voilà, donc on a évidemment La Rochelle qui est au bord de l'océan. On va avoir comme partenaire l'Université catholique de Valence, l'Université technologique du Sud-Ouest en Irlande, Université de Rostock en Allemagne, Université de Klaipėda en Lituanie, Université technique et de construction civile, de génie civil à Bucarest en Roumanie, Université de Zadar en Croatie, Université d'agriculture d'Athènes et Université Frédéric Université à Chypre. Voilà, elles travaillent toutes sur des éléments qui sont liés au littoral, pas uniquement, mais l'idée c'était d'allier nos forces pour en faire une spécialisation, une université européenne spécialisée. En complément, nous avons eu aussi, comme toutes les alliances, tous les établissements français impliqués dans des alliances européennes, des compléments de financement via le programme PIA France 2030. Ça, c'était le point de départ, ce qui a servi de base en fait pour la construction de notre projet CoFound. Mais avant cela, il y a eu aussi autre chose, un autre projet, un autre programme financé pour La Rochelle Université. C'est un appel à projet Excellence sous toutes ses formes, un appel à projet PIA 4, publié en 2021 et pour lequel La Rochelle Université a aussi été lauréate. Elle a obtenu par ce biais-là un financement de 16 millions d'euros sur 10 ans. Ça faisait partie il y a eu plusieurs vagues de cet appel à projet Excellence sous toutes ses formes. La Rochelle Université s'est positionnée sur la première vague, a été lauréate. Et ce qui est important de dire, et ce que je souhaite souligner, c'est que dans ce budget, on a inclus, c'était donc en 2021 quand on a préparé le projet, on a inclus du cofinancement pour des doctorants avec l'idée d'aller déposer un projet CoFound. Voilà, quand le projet a été obtenu en 2022, on aurait souhaité se positionner sur l'appel CoFound en 2022 et puis en fait le calendrier a été un petit peu trop serré et finalement on a reporté ça à 2023. Donc on avait déjà dans l'idée et via ce projet-là l'existence d'un cofinancement pour financer 15 demi-thèses avec l'idée de déposer un CoFound MSCA. Puisque l'argent étant le nerf de la guerre, effectivement, pour les CoFound, comme vous l'avez compris, pour les CoFound MSCA, il faut du cofinancement. Donc, il faut bien que ça vienne de quelque part. Après cette petite introduction historique, je voudrais souligner, donc vous présenter les principaux aspects de notre programme.
Il s'agit d'un programme doctoral. Donc, nous, on a choisi le volet doctorat et pas post-doctorat des CoFound. Il s'agit d'un programme doctoral européen interdisciplinaire avec une approche orientée vers le défi sociétal LUDI, donc comme je vous l'ai dit, littoral urbain durable intelligent. Le projet prévoit le recrutement de 17 doctorants sur une période de 60 mois, durée des projets CoFound, comme on l'a dit. L'objectif étant de former une nouvelle génération de chercheurs, chercheuses spécialisés dans le domaine du littoral urbain durable intelligent. Chaque doctorant va être recruté pour une durée de 36 mois, avec cette spécificité aussi qui a été notre choix de développer des co-tutelles. Je vous dirai aussi pourquoi après. Donc l'accent est mis sur les co-tutelles, avec l'obligation pour le doctorant d'effectuer 3 mois minimum de secondment, de mobilité chez un partenaire non académique, afin de favoriser l'acquisition de compétences non académiques, transversales, intersectorielles. La supervision se fera, pour chaque doctorant, la supervision se fera par 2 encadrants qui vont d'abord, dans un premier temps, élaborer un sujet de thèse et puis qui, si leur sujet est retenu ainsi qu'un doctorant est retenu sur leur sujet, assureront la supervision du doctorant. Le cadre donné par notre programme est le suivant. Chaque doctorant doit passer minimum 18 mois à La Rochelle Université et maximum 9 mois chez le partenaire de la co-tutelle. Et évidemment, par conséquent, la période chez le partenaire de co-tutelle et de secondement ne doit pas dépasser 12 mois. Nous offrons aussi évidemment un programme intensif de formation doctorale européen sur les aspects transversaux. Nous nous sommes fortement basés sur tous les aspects mentionnés dans ce document que je vous invite à consulter si vous montez un programme CoFound qui est le Research Comp, les collègues du PCN pourront compléter, parce qu'elles connaissent bien ce document aussi, qui est un cadre, une sorte de guide, un cadre donné à toutes les compétences pour les chercheurs. C'est un document européen élaboré par la Commission européenne qui liste les compétences essentielles pour les chercheurs européens. Et s'ajoute à cela des programmes de formation spécifiques aussi sur la thématique LUDI. Nous avons mis également dans notre dossier, puisque ça fait partie des critères d'éligibilité, bien entendu, qu'une attention particulière serait portée sur le suivi individuel, sur l'accompagnement des jeunes chercheurs pour le développement de leur carrière, en lien avec notre université européenne et des services spécifiques au sein de l'Alliance, puisque c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons porté ce CoFound, nous avons appuyé notre CoFound sur ce réseau d'universités européennes et notre alliance EducoNexus, c'est qu'il y avait un cadre favorable et déjà existant donné par notre alliance européenne. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Donc voilà, l'idée, là je vous ai mis, je m'excuse, c'est en anglais, mais voilà, l'idée c'était ce qui a été mis en avant dans le dossier, c'est de créer une nouvelle génération de chercheurs excellents avec une portée internationale, prêts à contribuer aux enjeux sociétaux et économiques du défi LUDI, des défis posés par les littoraux, et consolidant ainsi la coopération scientifique entre les chercheurs de l'Alliance en particulier. Et j'y reviendrai aussi après. L'idée, c'était vraiment d'ajouter une nouvelle brique à notre Alliance européenne afin de structurer davantage une école doctorale pour l'Alliance EducoNexus, en termes de programmes proposés, en termes de services, en termes de supervision et de méthodes de recrutement, et en termes d'accompagnement au développement de carrière des jeunes chercheurs. Un petit point très concret sur la manière dont nous avons monté le programme. Donc 60 mois, il a commencé officiellement en novembre 2024, il se terminera en octobre 2029. On a chiffré un coût total prévisionnel du projet de 2,8 millions à peu près, un montant de la subvention de la Commission européenne d'1,7 million, avec un financement sur la base de coûts unitaires par personne et par mois de recrutement. Ça, c'est normal dans les CoFound. Et un cofinancement de La Rochelle Université provenant à la fois de notre PIA Excellence pour La Rochelle Université, XLR, c'est l'acronyme, et pour 15 thèses. Et pour 2 thèses supplémentaires, on a réussi à prendre du financement PIA 4 français venant en complément du financement de notre Erasmus+, de notre Alliance européenne. Voilà.
Et nous avons aussi ajouté à cela du cofinancement provenant des partenaires, et je vais y venir, puisque la condition pour nos partenaires avec qui nous établirons les co-tutelles, c'est de nous verser 5 000 € par doctorant, par thèse finalement. Un petit aperçu de notre consortium, tous nos partenaires EU Connexus sont implementing, donc partenaires de mise en œuvre, comme il est dit en français. En plus de ces partenaires, nous avons souhaité ouvrir à d'autres partenaires internationaux et on a prospecté en particulier au sein de nos laboratoires au moment du montage pour essayer de voir avec quels partenaires ils avaient l'habitude de travailler. Et donc, on a vraiment fait un gros travail de remontée des infos de la part de notre communauté de chercheurs à La Rochelle et une série de noms d'universités et d'établissements européens et internationaux, mais qui ne font pas partie de notre alliance EU Connexus, ont pu être identifiés, avec un notamment qui a souhaité, qui était d'accord pour être implementing, mais tous les autres qui préféraient rester associés. Donc avec cette contribution financière qui sera demandée pour la mise en place de chaque thèse au moment où la co-tutelle sera établie. Nous avons également pré-identifié des partenaires non académiques pour les 3 mois de mobilité chez ces partenaires non académiques qui sont prévus dans le programme. Pour ces partenaires non académiques, il n'y a pas de contribution financière demandée, mais en revanche, il faut que ce partenaire non académique soit identifié dans le sujet de la thèse, et ça dès la préparation du sujet entre les deux superviseurs. Et cette liste, c'était une pré-liste, je dirais, préparée au moment du dépôt du dossier. Néanmoins, on a souhaité ne pas la rendre complètement fermée et il y a toujours la possibilité pour nos futurs superviseurs d'ajouter d'autres partenaires associés qui seraient impliqués dans le développement de la thèse qu'ils préparent. Le processus de sélection pour lequel nous avons opté est le suivant. C'est un processus de sélection en deux phases, deux phases pour les doctorants, mais aussi deux phases pour finalement notre établissement. Il y a d'abord un appel à sujet de thèse qui inclut un travail de 2 superviseurs de 2 universités qui définissent un sujet. Les sujets seront vérifiés en termes de critères d'éligibilité. L'éligibilité des superviseurs sera aussi vérifiée. Et ensuite, une fois cette liste effectuée, les sujets seront publiés. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à cette phase-là. Les sujets ont été publiés, les sujets de thèse, et l'appel à candidature, notre premier appel à candidature a été publié mi-janvier. Et donc l'appel à candidature, c'est vraiment c'est la deuxième étape finalement, c'est l'appel à candidature des doctorants. Et là, j'insiste, ça fera partie de mes conseils, les sujets doivent être publiés par tous les moyens possibles. Et je pense qu'on n'imagine pas suffisamment, dans la phase d'amont de préparation du projet, à quel point c'est une étape importante et qu'il ne suffit pas de publier sur un site, mais il faut vraiment utiliser tous les moyens qu'on peut avoir à disposition, tous les réseaux qu'on peut avoir sous la main, avec qui on peut travailler pour diffuser vraiment très, très largement les sujets, pour avoir un maximum de candidats. Les candidats en candidatant auront une vision complète du programme. Ils ont la possibilité de proposer un sujet. Et ils doivent soumettre un dossier avec un CV, une proposition de projet et leur programme de développement de carrière. Ensuite, nous avons décidé pour la sélection des doctorants d'avoir aussi une sélection en 2 étapes, avec dans un premier temps une évaluation du dossier. Et nous allons nous appuyer sur un organisme qui s'appelle European Science Foundation pour faire cette évaluation externe, puisqu'il nous semblait intéressant d'avoir leur contribution, notamment pour la relecture des dossiers, puisqu'ils s'appuieront sur leur réseau d'évaluateurs externes qui évalueront chaque candidature. Et ensuite, nous aurons des entretiens avec des candidats et ça se fera par l'aide, sur l'appui d'un comité de sélection composé de 3 externes ou participants internationaux. Donc, nous sommes aussi dans une phase d'identifier ces externes et participants internationaux, ce qui n'est pas forcément facile. Puis 3 internes, internes donc à La Rochelle Université de l'école doctorale et internes à l'Alliance européenne EU Connexus, et avec l'idée d'avoir aussi dans ce comité de sélection des co-superviseurs et un observateur de nos RH.
Le calendrier du projet est le suivant. On a prévu 2 appels. Un premier appel, donc comme je vous le disais, qui a été lancé en septembre, et puis pour les sujets de thèse, un appel à candidature pour les doctorants en janvier. Finalement, on suivra le même calendrier pour le 2e appel l'an prochain. Notre objectif, c'est de financer 9 thèses pour la première vague et puis 8 thèses pour la deuxième, mais avec l'idée, on avait prévu dans notre calendrier une sorte de filet de sécurité afin de nous octroyer la possibilité de lancer un autre appel si jamais on n'atteignait pas nos chiffres de recrutés pour les 2 premiers appels. Et évidemment, dans notre calendrier, on a bien inclus, on a d'ores et déjà une personne chez nous, je le souligne parce que c'est aussi quelque chose que vous devez absolument prendre en compte dans vos projets, c'est le recrutement d'un coordinateur de programme. Un petit point juste sur la gouvernance, mais ça me servira de transition pour parler un petit peu de la manière dont ça s'est articulé en fait entre notre programme CoFound et l'Alliance européenne. Vous avez donc ici un schéma qui vous donne un aperçu de notre gouvernance pour notre programme, avec un comité de mise en œuvre, ce qu'on appelle un Implementation Committee, puis un Steering Committee, puis un comité de pilotage. L'idée était vraiment dès le début d'inclure dans notre gouvernance les partenaires Connexus et notre alliance européenne, évidemment. Sachant que notre alliance européenne, le steering committee de notre programme CoFound transmet des informations au conseil de la recherche de l'Alliance, afin que les informations circulent. Par ailleurs, il nous semblait important d'avoir des représentants d'un groupe constitué en Work Package, travaillant sur les actions doctorales conjointes au niveau de l'Alliance européenne. Et je vais y venir, 2 personnes de ce groupe, qui coordonnent ce groupe, font partie du comité de pilotage de notre CoFound. Donc, pour vous donner un petit peu plus de précision sur l'imbrication, donc EU Connexus et EU Docs for SMUX Project, voilà, l'intérêt pour nous, c'était quand même d'avoir un réseau de partenaires déjà constitué, une connaissance des partenaires de l'Alliance, et puis, comme je l'ai déjà dit, de vraiment pouvoir s'appuyer sur des choses qui avaient été déjà travaillées et mises en place au sein de notre Alliance, avec les partenaires. Donc, je pense notamment, et j'en parlais à l'instant, du réseau des écoles doctorales ou équivalents au sein de l'Alliance. Il y a tout un travail qui a déjà été initié il y a plusieurs années, qui est encore en cours de consolidation, mais un travail de structuration avec développement de co-tutelles. On a au niveau de l'Alliance un cadre qui a été donné pour le développement des co-tutelles, la mutualisation de formations transversales pour les doctorants, des écoles d'été communes, etc., des conférences scientifiques communes, etc. Donc finalement, le programme CoFound vient renforcer les liens et ce travail de structuration. Comme je l'ai dit, 2 personnes référentes pour les actions conjointes pour les doctorants et les écoles doctorales font partie du comité de pilotage du projet CoFound. Et nous avons inclus aussi dans notre projet CoFound le fait que les doctorants doivent participer obligatoirement à une école d'été annuelle de l'Alliance et doivent effectuer une mobilité obligatoire à une conférence de recherche de l'Alliance. Il y en a au moins une organisée par an, donc voire plus. Donc, ce sont des événements récurrents de toute façon. Et vraiment, l'idée, ça a été aussi de donner un coup de boost au développement des collaborations entre chercheurs de l'Alliance afin de faciliter la mise en place de co-supervision de thèse entre un chercheur de La Rochelle Université, puisque c'est ça le point de départ, avec un autre chercheur provenant d'un autre établissement membre de l'Alliance. Je passe vite, mais j'arrive à la fin. Je dis ça pour les collègues qui gèrent le timing du webinaire. Pour finir, peut-être quelques conseils sur le montage. Ah oui, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière parce que c'est vrai que j'ai passé la petite note que j'ai mise en anglais. J'ai simplement copié-collé des remarques qui sont plutôt positives de notre évaluation reçue à l'issue de notre dépôt CoFound. Il n'est pas explicitement mentionné que le fait qu'on se soit appuyé sur l'Alliance européenne, c'est un plus, notre Alliance européenne, c'est un plus pour notre projet. Néanmoins, on voit que ce qui a été souligné, c'est le fait d'impliquer les partenaires, d'avoir associé des partenaires pour mettre en place notre programme de recherche doctorale. Certainement, c'est quelque chose qui a été apprécié. Voilà, on est en train de le faire signer, notre accord de consortium,
entre tous les partenaires implementing et associés. On est en train de le finaliser, il est sur le point d'être signé, parce que ça nous semblait important qu'il y ait une base d'engagement commune à tout notre réseau qui va travailler ensemble pour le co-found. Donc voilà, je pense qu'au final, même si l'Alliance européenne n'est pas strictement mentionnée, le fait qu'on a bien souligné que nos organisations partenaires, etc., ont l'habitude de travailler ensemble, ont développé des tas de choses pour collaborer, ça a été un point positif dans l'évaluation. Et peut-être aussi, pour terminer, excusez-moi encore, il se trouve qu'aussi on a eu des démarches communes en termes de HRS4R. Donc aujourd'hui, La Rochelle à l'université a le label HRS4R. C'est quasiment le cas de tous nos partenaires Connexus et il y a des travaux. Le label HRS4R, donc Human Researcher Strategy for, non, Human Resources Strategy for Researchers. Merci, excusez-moi. Une stratégie en ressources humaines pour les chercheurs. Pour les établissements, c'est un label monobénéficiaire. Néanmoins, il y avait tout un travail commun qui a été fait avec notre Alliance européenne pour poser les bases et inciter les partenaires qui n'avaient pas le label à le demander. Et nous avons aussi un plan d'égalité des genres et de diversité établi aussi au niveau de l'Alliance. Donc ça, c'est des documents qu'on a mis en avant aussi dans notre programme, dans notre projet co-found. Oups, et j'en viens pour finir, à quelques conseils pour le montage. Des choses qui nous sont venues à l'esprit en débriefant avec les collègues. Ne pas vous limiter en termes de budget. Le montage budgétaire ne paraît pas forcément simple parce que pour ceux qui sont aguerris en termes de montage budgétaire du programme Horizon Europe, on a l'habitude d'être financé à 100% quand on est un établissement public. Or là, ce n'est pas le cas, donc on ne sait pas toujours quoi mettre en termes de budget en face, etc. Évidemment, il faut que vous ayez des cofinancements pour cofinancer les thèses, mais par ailleurs, vous pouvez tout à fait valoriser tout un tas de choses. Du temps, agent, du temps de formation, etc. Donc, vous pouvez vraiment faire gonfler finalement votre budget global pour le programme. Pensez aussi à des choses très concrètes comme qui va prendre en charge les ordinateurs pour les doctorants, les frais d'inscription à l'école doctorale ou les coûts CEVEC, comme on dit, qui sont requis en France. Sachez que ces coûts ne sont pas éligibles pour la Commission européenne, donc il faut trouver un moyen de les financer par ailleurs ou alors de les rendre, d'en exempter les doctorants. À vous de voir. S'il y a une contribution financière qui est attendue des partenaires, je souligne parce qu'on est quand même un petit peu dans ces difficultés-là aussi aujourd'hui, il est important d'avoir l'engagement des établissements et pas seulement des chercheurs. Donc nous, on a fait signer à nos partenaires au moment du montage une sorte de lettre d'engagement. On s'aperçoit qu'il y a certains partenaires qui n'avaient sans doute pas bien lu. Alors, je ne pense pas à nos partenaires de l'Alliance, avec qui on avait communiqué davantage, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Je pense à d'autres partenaires extérieurs à l'Alliance. Et bon, on a quelques difficultés parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils devaient nous financer 5 000 € par thèse. Donc, je pense à ces aspects assez concrets. Dans le calendrier du projet ou du programme, prévoir le temps de recrutement pour les étrangers, puisqu'évidemment, c'est l'objet du programme co-found. Enfin, en tout cas, dans la manière dont nous l'avons configuré, on va recruter essentiellement des étrangers. Et on a des critères assez stricts en matière de sécurité et défense. Donc, ça prend du temps. Donc, on s'aperçoit, nous, aujourd'hui, qu'on a prévu un temps peut-être un petit peu trop court pour cette phase de recrutement, parce qu'il faut passer par notre fonctionnaire sécurité-défense. Donc, pensez à ça. Mettez-vous clairement d'accord aussi dès le début avec les partenaires, ça va de soi, hein, mais sur la durée, s'il s'agit de co-tutelle, donc sur la durée de la co-tutelle. Là aussi, pour certains partenaires, on a réalisé un peu tard que finalement, leur thèse durait 4 ans et non pas 3. Donc voilà, il faut se mettre d'accord. Durée des thèses, délivrance des crédits ECTS, délivrance des diplômes. Donc voilà, on vous invite vraiment, et n'hésitez pas à formaliser dans ces cas-là. Une petite discussion, c'est bien, mais à formaliser des documents récapitulatifs très clairs. J'en ai déjà parlé, pensez aux aspects communication et peut-être même au préalable, au moment du montage, pensez à vous rapprocher des services communication des différents partenaires pour bâtir la communication avec eux. C'est vraiment un point essentiel des programmes co-found, c'est comment vous allez communiquer sur les appels à candidature, les appels à sujets. Ça a été notre cas, puisqu'on avait des appels à sujets, ça a été notre cas, mais pas forcément pour vous. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir à ça. Alors, on avait déjà réfléchi, mais je crois qu'on peut encore toujours aller plus loin.
Et parce qu'on se trouve confronté aujourd'hui, notre appel à sujet a été, notre appel à candidature pour les futurs thésards a été publié il y a de ça quelques semaines. Voilà, on se dit qu'il faut encore qu'on renforce la communication parce qu'on a peur de, en fait, on trouve qu'on n'a pas assez, notamment de candidatures européennes, par exemple. Donc, on essaie de renforcer cet aspect-là. Inclure des éléments précis sur la procédure d'appel, de recours, ça c'est une remarque qu'on a eue dans notre évaluation, où visiblement on avait mis un petit paragraphe là-dessus, mais on n'avait pas été assez précis. Donc je me suis permis de l'ajouter ici. Et alors évidemment, je terminerai par ça, ça va un peu de soi, mais ça fait toujours, c'est toujours bien de le dire. Éclaircir le rôle des uns et des autres, ce que chacun va faire si le projet est accepté, ou devra faire si le projet est accepté. Ça, c'est une règle générale pour tout le montage de projet, mais voilà, je souhaitais le répéter ici. Je vais m'arrêter là. Je termine juste par quelques liens. Évidemment, vous aurez la présentation qui sera mise en ligne sur le site. Quelques liens sur la page internet de notre établissement qui promeut notre programme CoFound. Et puis 2 liens qui renvoient aussi vers le site internet de notre alliance qui parle du programme CoFound et surtout qui aussi renvoie sur la page de candidature pour les doctorants. Voilà, et puis je reste à disposition s'il y a des questions. Je vais arrêter mon partage. Je m'excuse d'avoir peut-être été un petit peu longue. J'espère que ça va. Merci beaucoup Lucie. Alors il y a quelques questions effectivement qui ont été posées dans le chat et qui te sont adressées, je pense. Donc tout d'abord, est-ce qu'il y a, genre, il n'y a pas de sélection de sujets sur leur qualité, pertinence scientifique, donc par rapport à la sélection des sujets de thèse? Pas véritablement, mais mais un petit peu quand même. Comment dire? C'est-à-dire qu'en fait, on a une thématique LUDI, comme je vous l'ai dit, littoral urbain durable intelligent et donc notre programme est focalisé sur cette thématique LUDI. Donc oui, il y a quand même, cette idée que, les sujets doivent, doivent porter sur cette thématique. Après, cette thématique LUDI, elle est très, très large. Elle n'inclut pas, que strictement les travaux sur le littoral ou l'environnement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est vraiment beaucoup plus général. Il peut y avoir aussi ça peut inclure des sujets en sciences humaines et sociales, en termes de management, etc., sciences de gestion. Voilà, donc c'est très ouvert. Mais oui, il y a une vérification, disons, de l'éligibilité thématique quand même des sujets. Et ça, c'est fait au niveau en particulier de notre coordinateur de programme. J'espère que ça répond à la Merci. question. Ensuite, une autre question, comment se fait la vérification de l'éligibilité des supervisors? Ah oui, c'est une bonne question. Oui, alors nous, de notre côté, on va s'assurer que nos superviseurs à La Rochelle Université ont l'HDR, parce que c'est un prérequis en français. Alors c'est toujours un peu jargonnant, un peu bizarre pour les partenaires européens, mais voilà, en France, c'est comme ça. Donc on va vérifier qu'ils ont l'HDR. On va vérifier que le superviseur du partenaire en dehors de la France est aussi il y a aussi une approbation de l'école doctorale ou équivalent dans son établissement, donc lui aussi peut superviser des thèses, et puis en fonction du CV aussi. Voilà. OK, merci. Alors et peut-être une autre question, à quel moment du processus de sélection vous ajoutez l'étape du FSD? Alors comme je l'ai dit, l'étape du FSD, on l'avait pas forcément beaucoup travaillé au moment du dépôt, notre proposition. On pense que les délais vont être un petit peu serrés si on veut que les premières thèses puissent commencer en septembre ou octobre prochain, mais on va s'y plier. Mais, en gros, ça va être dès le moment, c'est-à-dire qu'avant ça va être au moment de la vérification de l'éligibilité des candidats, en fait. C'est-à-dire qu'on va soumettre la liste des candidats. La vérification FSD, elle va se faire avant la transmission des dossiers à le European Science Foundation, finalement. Notre vérification interne FSD, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, ça va être au préalable avant les 2 étapes de sélection des candidats, pour s'assurer que voilà, c'est déjà validé de ce côté-là, pour ne pas avoir à revenir vers les candidats en disant « Ah, vous avez passé la première étape de sélection, mais désolé, en fait, vous ne passez pas le critère FSD chez nous, donc merci, au revoir. » Donc non, on a préféré prendre des précautions et ça va être bien en amont.
Ok, merci. Oui, Morgane, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai une question, moi, pour Lucie, en fait, Oui. qui va rejoindre la question tout à l'heure qui a été posée par Pierre de Régio, si je dis pas de bêtises, sur cette histoire de co-tutelle, puisque Lucie, vous avez dit que vous aviez fait Oui, 16 principes de co-tutelle. Donc, juste pour être oui. sûr, quand tu dis ça, parce que le principe de co-tutelle est un Mhm. principe vraiment franco-français, c'est-à-dire que là, les personnes chez vous, elles ont été avec un double recrutement, une partie dans un établissement et une partie dans un autre. C'est ça le but à l'arrivée? C'est une bonne Ou c'est question, un merci Morgane. recrutement? Oui, c'était l'idée. C'était l'idée. D'accord. C'était l'idée d'avoir un double recrutement. On est en train de se rendre compte, on s'est rendu compte assez rapidement, et c'est la raison pour laquelle tous nos partenaires de l'Alliance notamment sont implementing aussi, c'était pour cette raison-là. Néanmoins, enfin, on s'aperçoit que ça va être, ça complexifie énormément les choses, énormément, en termes d'administratif, hein, de transfert d'argent, d'établissement des contrats, voilà. Donc, on est en train de se questionner, pour être très honnête, sur peut-être ne faire qu'un recrutement à La Rochelle Université, en fait. Mais la délivrance, C'est néanmoins, comme. des 2 diplômes. Mhm. Voilà. Donc, mais j'en ai discuté avec Eugénia tout récemment. On va prendre attache de la Commission européenne, de notre project officer, là, très prochainement à ce sujet, pour peut-être finalement un petit peu rétro-pédaler et avoir nos partenaires essentiellement comme associés, c'est-à-dire tous, même nos partenaires de l'Alliance, c'est-à-dire ils seront tous associés, mais parce que c'est vraiment compliqué en termes de flux financiers, voilà. Ça marche. Merci. Merci. Alors, comme on a pris un peu de retard, je propose qu'on laisse maintenant la parole à Monsieur Bracelet. Donc, Jean-Paul Bracelet, directeur de recherche CNRS émérite et qui est un ancien expert évaluateur avec 2 longues années d'expérience d'évaluation. Et donc, je remercie beaucoup, Lucie, pour ton témoignage qui était vraiment très intéressant et qui donne envie, je trouve, de monter un programme COFON. Alors, Jean-Paul, donc maintenant, la place est à vous. Hop, voilà, j'ai activé mon son, j'espère que ça marche, qu'on m'entend. Alors d'abord, grand merci à Eugénia pour m'inviter donc à intervenir dans cette session. Merci à Marc Patuzzo parce que c'était très clair la présentation, et puis merci à Lucie. Donc merci à tout le monde, et puis merci à tous les participants de participer à cette session. Alors, je voudrais présenter, d'abord répondre à une question qui m'est très souvent posée, c'est comment ça se passe? Comment se passe l'évaluation? Et je crois que c'est quand même intéressant pour tous les candidats de le savoir. Alors, il faut savoir que les projets sont envoyés à des experts. Les experts sont tout à fait indépendants, bien entendu. Et ils peuvent être aussi bien venir d'universités, du milieu académique que du milieu non académique. Et pour CoFond, c'est très important. Il y a beaucoup d'experts qui viennent du milieu non académique dans les panels d'expertise des projets CoFond. Ça, c'est quand même à savoir. Expert, tout le monde, tous les, vous pouvez, en général, je pense que tous les auditeurs peuvent d'ailleurs demander à être expert, et on cherche toujours davantage d'experts. Je pense que Marc sera d'accord avec moi. Et donc, ne pas hésiter vous-même, pourquoi pas, à candidater comme expert. Il y a une base d'experts Alors, c'est dans cette base d'experts d'ailleurs que sont choisis les 3 experts qui vont étudier vos dossiers, vos propositions. Chaque expert donc reçoit 7 à 8 propositions en moyenne. Ça dépend bien sûr des années et du nombre d'experts. Les experts sont de toutes nationalités, comme je l'ai dit, aussi bien académiques que non académiques. Il faut savoir que ces experts sont choisis par les chairs et vice-chairs du panel. Donc, le chair est un expert, comme un ou une, excusez-moi, expert comme parmi les experts. On fait attention, bien sûr, aux problèmes de conflit d'intérêts, et je dois insister sur le fait que aucun personnel ni de la Commission européenne, ni de REA, n'intervient à aucun moment dans le processus d'expertise.
Seulement, il vérifie bien sûr que le processus fonctionne correctement, appuyé par un observateur indépendant, hein, qui en général est un ancien expert qui connaît bien le sujet, mais aussi bien l'observateur indépendant que le personnel de la commission OUREA n'intervient absolument pas dans le processus d'expertise. Alors, les experts donc évaluent 3 dossiers et en insistant sur les forces et les faiblesses dans chacun des critères et sous-critères. À cette étape-là, il n'y a pas encore de notation, on ne donne pas encore de notes. C'est seulement après que ça va intervenir. Donc, un des 3 experts est choisi pour être rapporteur, et c'est lui qui est chargé donc de collecter les trois rapports et d'en faire une synthèse, hein, un rapport qui va servir pour le rapport final, bien entendu. Et ce n'est qu'une fois que les 3 experts se sont mis d'accord sur cette synthèse qu'ils procèdent à la notation, hein, seulement après. Ça, c'est quand même un point important. Et pour chaque critère, sous-critère, donc je l'ai dit, sont données les forces et les faiblesses dans ce processus. Et la liste, bien sûr, finale pour le recrutement est donnée ensuite en fonction des notes par le panel général, hein. Donc ça, je crois que c'est un point important à dire. Je voudrais insister quand même sur, on a déjà donné, mais sur les documents que vous avez, que vous pouvez consulter, bien entendu, et pour vous aider. Alors, il y a bien sûr le guide des porteurs de projet, le guide for applicants, hein, qui est qu'il faut lire. Je sais qu'il y a beaucoup de documents à lire, mais ça fait partie du jeu et n'hésitez pas à passer du temps à lire à bien tous les détails, à regarder tous les conseils qui sont donnés, aussi bien dans le guide for applicants que dans les autres documents, hein, qui ont été signalés aussi bien par Marc que Eugénia et Lucie, hein. Alors, il y a un document qui me semble important, je ne sais pas si on en a déjà parlé, c'est le handbook. Alors, ça s'appelle MCEA net, hein, -net, Cofond, le handbook. Je pense que je pense qu'on le donnera, hein, Eugénia, le lien sur ce handbook. Je suis désolé, j'aurais dû faire des slides aussi et les montrer. Donc, Oui, je vais le mettre dans le chat. Le handbook est vraiment... Alors là, je sais, il fait 60 pages si je ne me trompe pas, mais il étudie tous les critères, tous les sous-critères, en donnant des conseils, et surtout, alors ce qui est important, et ce que d'ailleurs j'étais un peu appliqué là-dedans, c'est de donner des exemples de rapports, aussi bien sur les forces et faiblesses, hein, strengths et weakness, de chaque sous-critère. Et vous avez les exemples de rapports donnés par les évaluateurs. Lucie en a déjà donné quelques exemples pour son propre projet, mais là, vous avez des exemples de rapports qui ont été donnés par les experts, aussi bien en strengths et en weakness, et ces exemples sont vraiment donnent vraiment ce que les experts expriment dans leur rapport. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à lire, même si c'est long, mais n'hésitez pas. Et puis, plus de personnes dans le candidat, hein, avec vous le liront, mieux ça vaudra, bien entendu. N'hésitez pas à passer du temps pour lire ça, le handbook. Alors, il y a aussi, bien sûr, les documents, hein, qu'au fond de l'application de forme, mais ça, bien, de toute façon, vous déposerez vos propositions dans ce document. Je voudrais insister sur, sur l'écriture, hein, en écrivant vos propositions.
il y a des petits points qui sont importants quand même, mais qu'il faut quand même dire, c'est, bon, faites attention aux fontes, hein, c'est bien dit et redit et re-redit dans les différents documents, hein, aux fontes 11, 9 pour les tableaux, pas trop de tableaux, mais si vous en mettez, quelquefois c'est très informatif, mais pas trop quand même. Et puis en footnote, en 8, si je ne me trompe pas, hein, le bold, voilà. Ah oui, bold, alors pas trop de bold. Vous pouvez en mettre, mais pas trop. S'il y en a trop, ça perd de son intérêt, bien entendu, hein. Euh, Pas de lien hypertexte, parce que de toute façon, les experts n'iront pas voir. Et ça, on leur dit bien, les experts ne jugent que sur les documents qu'ils ont en main. Ça, c'est un point important, hein. Ils ne vont surtout pas aller regarder si vous dites aller voir sur HTTPS ou pas. Ça, il n'y en a pas question, hein. On a parlé tout à l'heure de l'usage de l'intelligence artificielle. Et bon, c'est vrai que j'aurais dû commencer par me présenter. Mon Dieu. Oui, oui, intelligence artificielle, en fait, quand j'ai été expert, ça n'existait pas encore, donc on n'en parlait pas. Donc, oui, j'aurais dû commencer par me présenter. Je suis Jean-Paul Brasselet, moi, Reset, et je suis donc directeur de recherche émérite au CNRS à l'Université d'Aix-Marseille en mathématiques, hein. Et j'ai été expert des années 90, encore dans les années 90 jusqu'à les années 2020, et donc pendant plus de 20 ans. Et j'ai franchi à peu près, bon, j'ai été à peu près dans tous les domaines, aussi bien simple expert que chair, que pas chair, que observateur indépendant également. Donc j'ai été un petit peu dans tout, aussi bien dans tous les programmes Marie Curie, qu'au fond c'était plutôt à la fin, mais dans tous les programmes qu'on appelait Marie Curie à l'époque, MSCA maintenant. Et donc voilà, j'aurais dû commencer par ça. Excusez-moi, je ferme la parenthèse et je reviens à mes propos. Alors, un point important, c'est originalité. Faites attention, si vous donnez une phrase en vous disant que cette phrase, n'importe qui peut la donner, c'est pas bon. Soyez originaux dans vos projets et montrez en quoi vous êtes originaux. Transparence, ça c'est aussi un point très important, hein, un mot clé très important, et crédibilité, hein, que vos propositions soient effectivement crédibles. Ça c'est notre point important. Bon, je ne vais pas m'étendre trop parce que je crois qu'on est arrivé dans les derniers temps. Je crois que j'ai dit à peu près les choses importantes. Originalité, faites attention, évitez les divergences entre différentes parties des propositions. Ça arrive assez souvent. Et ça, les experts le voient à tous les coups, hein. Par exemple, sur le nombre de candidats, sur la durée, sur les dates. Donc, soyez très clairs et vérifiez bien qu'il n'y a pas de divergence entre les différentes parties de vos propositions, parce que ça, tout de suite, c'est un point négatif. Et du coup, la proposition, elle perd en crédibilité, justement, hein. Et être clair sur l'intelligence artificielle, j'avais commencé à en parler, mais j'ai vu personnellement des cas où il y avait vraiment du plagiat. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, il y a des fois, l'intelligence artificielle vous donne, dans ce qu'il vous fournit, euh, des textes qui sont entièrement pris d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai vue dans d'autres, c'était pas pour les bourses Marie Curie, Cofond, mais j'ai vu effectivement des cas de plagiat complet. Et ça, faites attention à ça. Si vous utilisez l'intelligence artificielle, je pense d'ailleurs que c'est bien dit, si vous l'utilisez, il faut le dire, et il faut le dire dans quelle partie vous l'utilisez, hein. Ça, il faut que ce soit clair là-dessus. Un dernier petit point, je reviendrai sur ce qu'a dit Lucie sur les sujets. Un point important, c'est le candidat peut proposer des sujets. Et ça, il faut que ça soit aussi dit explicitement dans vos propositions. Les sujets peuvent être proposés par les candidats eux-mêmes, hein. C'est un autre point important. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler des heures et des heures, mais je crois que
on arrive au temps, hein. Je pense que Eugénia est en train de surveiller. Donc, Non, il n'y a pas de oh souci, on bon. a pris un peu de retard, mais bon, c'est Ok. pas grave, peut-être qu'on débordera un tout petit peu s'il y a beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Jean-Paul, pour votre témoignage et pour tous ces conseils. Au niveau des questions qui ont été posées dans le chat, il y en a une qui est en attente et une autre qui vient d'être posée. Celle qui est en attente, c'est plutôt, alors je pense que c'est plutôt pour Marc, pour savoir si les coûts liés à l'évaluation, donc à l'évaluation des candidatures, sont éligibles. Encore une fois, oui, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, les catégories de coûts couvertes par la contribution CoFund est assez large. Et ici, les coûts liés à l'évaluation, on les considérait comme des management costs qu'on pourra attribuer. Donc oui, c'est couvert, il y a pas de problème. Mais encore une fois, avec CoFund, on ne va pas regarder ça, on ne va pas regarder ce qui est couvert en fait. On va voir après ce que vous allez déclarer en termes de personnes moins. C'est ça qui va être intéressant pour nous. C'est pas tellement la manière dont vous allez utiliser en fait le cofinancement. Encore une fois, nous, le cofinancement, voilà, il est donné, il couvre toute une catégorie de coûts. Ce que nous, on va faire attention, c'est la rémunération des chercheurs, en fait. Que ça soit bien en ligne avec ce que vous avez mis dans le tableau et que ça respecte, au moment de la proposition, au moment de l'évaluation de la proposition, que ça respecte bien les minimums que nous, on a indiqués. Voilà. Pour le reste, c'est, vous gérez la contribution comme vous le voulez. Merci. Alors ensuite, une question peut-être plutôt pour Jean-Paul. Est-ce que les experts évaluateurs sont informés, quand ils évaluent un projet, qui est une resoumission? Donc c'est une resoumission et si oui, est-ce qu'ils ont connaissance du rapport d'évaluation de l'année précédente? Oui, alors, ils sont informés du fait que c'est une soumission et en principe, ils ont connaissance, là, Marc me dira si ça a changé ou pas, mais quand j'étais effectivement, j'étais même chair du CoFond, heu, on avait, connaissance du rapport précédent après avoir établi le rapport de l'année. C'est Ça correct. n'a pas changé, d'accord. Non. Voilà, donc ça n'a pas changé. Donc effectivement, ils en ont connaissance, mais après et a priori, on leur demande de ne pas modifier leur rapport, en fonction du rapport précédent. On leur demande en fait de regarder que, il n'y a pas d'incohérence entre le rapport précédent et le rapport qui est soumis. Parce que bon, d'un projet enfin d'une soumission à l'autre, le projet peut avoir changé. Et donc on demande bien de regarder s'il n'y a pas d'incohérence. Tout à fait. Merci. Alors il y a d'autres questions qui arrivent. Candidats, les doctorants qui seront recrutés, je pense que c'est un lien avec, la Pardon, si question je peux d'avant. Oui, intervenir? oui, 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 Excusez-moi, ça oui, sera c'est mieux, parce ouais. qu'en fait, c'est Jean-Paul Brasset qui a dit dans cette dernière phrase, il a dit: «Oui, les candidats peuvent proposer des sujets de thèse». Je comprenais pas, quand vous dites candidat, vous parlez de qui, en fait, hein? Ah! Les candidats docteurs et D'accord, OK, les très bien. Oui, oui, docteurs. parce que Oui, comme oui, tout à oui, l'heure, il oui, disait oui, que des fois oui, les sujets excusez-moi. étaient préparés et parlés. Oui, OK, donc ceux qui seront recrutés, quoi. exactement. Oui, excusez-moi, je Merci, n'étais pas assez clair et assez précis. merci. Merci. Alors ensuite, une autre question qui vient d'arriver. Pour les postdocs, c'est nécessaire d'avoir un superviseur principal ou c'est possible d'avoir aussi une équipe de supervision avec les chercheurs de tous les implementing partners et sans avoir aucun contact préalable avec eux? Alors enfin, je ne sais pas si vous avez compris la question. Moi, je ne suis pas sûre de bien comprendre. S'il Il y a s'agit des candidats plusieurs postdoc ou des programmes postdoc? Peut-être que vous pouvez le préciser, il y a plusieurs Antigone? il y a plusieurs points dans la question, hein. Un des points, c'est le contact entre les candidats postdoc et les superviseurs. Il est bien clair qu'il n'y a pas de contact normalement, il ne devrait pas y avoir de contact au préalable, hein. Je pense que ne pas me tromper, Marc.
Non, comme j'ai dit tout à l'heure dans la présentation du slide par rapport à ça, c'est que s'il y a un contact préalable, il doit être vraiment bien encadré et ne doit porter que sur, par exemple, les infrastructures de recherche, le groupe de recherche, ce genre de choses. Mais en aucun cas, il peut y avoir un contact approfondi avec le superviseur par rapport à la candidature elle-même, c'est-à-dire une état à la candidature, une présélection, c'est hors de question. C'est hors de question, tout à fait. Hein. Les superviseurs eux-mêmes ne doivent pas intervenir sous forme de présélection. Ça, c'est très, très clair. Merci. Alors, je vois plus de questions dans le chat. N'hésitez pas. Donc là, c'est le moment pour poser vos questions à tous les intervenants, à profiter de leur présence. Et vous pouvez aussi lever la main pour poser vos questions si vous voulez. Oui, Antigone? Ah non, on vous entend pas? Là, votre micro est coupé, donc il faudra l'allumer, ou sinon, vous pouvez poser votre question dans le chat. Ok, bah, vous pouvez écrire dans le chat dans ce cas-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Si je peux compléter la session aux Oui. futurs candidats. Donc, vous avez tous les éléments, toutes les informations à disposition. Comme Jean-Paul a dit, lisez-les bien. Et juste pour rappel, il y a 3 points essentiels dans une candidature CoFund sur lesquels les experts, on demande aux experts d'être très vigilants. Et je l'ai rappelé dans ma présentation tout à l'heure. 1, c'est le rôle du superviseur. 2, c'est le fait que dans le processus d'évaluation et des sélections, vous ayez des experts externes. Et dans le cadre des programmes postdoctoraux avec cette dimension internationale. Et troisièmement, c'est le tableau budgétaire qu'on va vous demander de remplir, qu'il soit cohérent et que le minimum qu'on demande en termes de rémunération pour les experts soit bien reflété dans le tableau. Ça, c'est vraiment les 3 points sur lesquels les évaluateurs vont être intraitables. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Oui, je me demandais aussi si c'est nécessaire pour les fellow postdocs d'avoir une équipe de supervision au lieu d'un superviseur principal et un co-superviseur. Par exemple, 5 implementing partners et chaque fellow a une équipe de supervision avec des chercheurs des 5 partenaires. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oui. Oui. Effectivement, ça paraît beaucoup. Donc, en avoir 2, à la limite 3 avec un qui a une casquette un peu plus non Voilà. académique, entreprise, mais 5, ça paraît beaucoup, oui. Tout à fait, tout à fait. Et c'est même quasi impossible à gérer. OK. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à remercier, tous nos participants, tous nos intervenants, pour, vos présentations et vos témoignages, de très grande qualité. C'était très intéressant. Merci aussi d'attirer l'attention des participants sur, certains points de vigilance, très importants, comme la participation des superviseurs au processus de sélection. Donc pour rappel, la vidéo de cette session d'information, sera mise à disposition sous quelques jours, donc pas aujourd'hui sans doute, parce que je dois demander ça à un collègue. Peut-être la semaine prochaine, plutôt vers le milieu de la semaine prochaine, elle sera disponible sur la même page par laquelle vous êtes passé, pour vous inscrire. Et donc de même pour les diaporamas, vous les trouverez sur cette page, sous quelques jours. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et donc, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et à bientôt. Merci, bon week-end. Merci bien. Au revoir, bon Au week-end. revoir.
Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.